Les dernières décennies n'ont pas été tendres avec l'Irak. Vous savez, un dictateur génocidaire, de multiples guerres horribles, c'est une façon cruelle pour les humains de traiter le berceau de la civilisation. Car l'Irak a été glorieux par le passé. Il y a un siècle à peine, c'était un modèle de coexistence où juifs, chrétiens et musulmans vivaient côte à côte. Mais aujourd'hui, il y a moins de 5 juifs dans tout l'Irak. Près de 3000 ans d'histoire ont disparu. Qu'est-il arrivé aux 150 000 juifs d'Irak? Le monde entier était en guerre et Bagdad bouillonnait. Les voisins se retournaient contre leurs voisins, pillant et massacrant. Des familles terrifiées se réfugiaient sur les toits de leurs maisons, espérant que l'émeute passerait. Elles ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils vivaient en Irak depuis des milliers d'années. Ils avaient contribué à construire la culture, le gouvernement et l'économie du pays. Ils se considéraient avant tout comme des Irakiens. Mais la foule qui s'est abattue sur Bagdad n'était pas d'accord. Ces familles effrayées, barricadées dans leurs maisons, n'étaient pas comme les autres Irakiens. Elles étaient des traîtres, des colonialistes, des voleurs. Ils étaient juifs. Si ça vous semble familier, c'est parce que c'est le cas. Ils criaient peut-être en arabe, mais leur rhétorique provenait directement d'une source improbable, le Führer du Troisième Reich. L'Holocauste est arrivé en Irak, et c'était le début de la fin pour les juifs du pays. Notre histoire ne commence pas en 1941. Elle commence bien plus tôt, en 586 avant JC. À l'époque, les juifs du monde entier étaient regroupés en Judée. Ils y seraient probablement restés si les néo-babyloniens n'étaient pas apparus. Mais les néo-babyloniens sont apparus. Et quand je dis débarquer, je veux dire qu'ils ont envahi la Judée, détruit Jérusalem, démoli le temple sacré et emmené, enchaîné la plupart des élites de Judée en Babylonie. Et si vous vous dites, c'est une belle histoire, mais quel est le rapport avec l'Irak? Eh bien, la Babylonie est le nom officiel du pays. Finalement, certains juifs sont retournés en Judée, mais d'autres sont restés en Babylonie. Et pendant les 2600 ans qui ont suivi, cette communauté dynamique a produit des érudits, des poètes, des mystiques, et un petit document connu sous le nom de Talmud de Babylone. Ils sont restés lorsque l'Irak a été conquis par les Séleucides, les Perses, les Romains et les musulmans. Ils sont restés lorsque le pays est tombé sous le contrôle de l'Empire ottoman. Mais tous les empires tombent, et au début des années 1900, l'Empire ottoman était en train de mourir. Tous les autres empires se frottaient les mains avec avidité, se disputant le territoire ottoman riche en ressources. Mais c'est l'Empire britannique qui a fini par prendre le contrôle du pays, et il n'a pas perdu de temps pour installer un roi de son choix. Celui-ci administra le pays, mais tout le monde sait qui tire les ficelles, les joyeux lurons de Grande-Bretagne. Ils avaient besoin de quelqu'un avec des compétences politiques, quelqu'un qui ne causerait pas trop de problèmes, quelqu'un de loyal envers l'Empire britannique, mais qui avait du crédit auprès des Arabes. Ce type était Faisal bin al-Hussein bin Ali al-Hashemi, bien que ses amis proches l'appelaient simplement Faisal. Il y a 3 choses importantes à savoir sur le roi Faisal. Premièrement, il portait une coiffe de malade. Looking fabulous! Sérieusement, il a l'air incroyable. Deuxièmement, techniquement, il n'était pas irakien. Il est né dans ce que nous appelons aujourd'hui l'Arabie Saoudite, au sein d'une famille très huppée. Son père avait une liste de titres longue comme le bras. Émir de la Mecque, roi du Hejaz, dirigeant d'un califat éphémère, père du panarabisme moderne, un sacré CV. This is quite the resume. Le roi Faisal n'était pas le seul roi de la famille. En fait, son arrière-petit-neveu règne toujours sur la Jordanie. Et troisièmement, il était peut-être un fils d'eux, installé par une bande de joyeux impérialistes, mais c'était en fait un roi plutôt décent. Comme son père, Faisal était un adepte du panarabisme. Il ne se souciait pas de savoir si quelqu'un était sunnite ou chiite, chrétien ou juif. Vous étiez fidèle à un pays et à une culture arabe? Ok. Vous en faisiez partie. Sans surprise, sous Faisal, la communauté juive a prospéré. C'est étrange ce que la tolérance religieuse peut produire. Selon le professeur Riva Spector-Simon, le nationalisme dans le Nouvel Irak était censé être inclusif. Les juifs pouvaient s'identifier à un récit historique arabe qui n'était pas majoritairement musulman. Pour eux, la culture arabe était leur culture. En fait, certains juifs avaient même des portraits du roi Faisal accrochés à côté de leur photo de famille. The king, of course, in the middle. King Faisal I. His speech was that Iraq now, we don't have religions. We are all Iraqis, Jews, Muslim and Christian, we are all Iraqis. It was a good time. It was paradise. Mais comme l'a écrit Robert Frost, rien de ce qui est doré ne peut rester. En 1932, les juifs d'Irak risquaient de perdre leur paradis. Les Britanniques s'étaient retirés de l'Irak, laissant son roi à la tête d'un pays indépendant. Mais avant ça, ils avaient réussi à conclure une sorte d'accord qui leur a permis de contrôler une grande partie du pétrole du pays, au détriment des Irakiens. Un classique britannique, n'est-ce pas? Les Irakiens étaient furieux. Alors, sur qui se sont-ils défoulés? Je parie que vous devinez. Mais pourquoi accuser les Juifs d'être responsables du vol du pétrole irakien par les Britanniques? Ah, c'est une excellente question. Et elle a 3 réponses compliquées. La première est que lorsque les Britanniques ont nommé le roi Faisal, ils ont demandé à 2 Irakiens leur avis. L'un de ces Irakiens était un juif nommé Sassoon Eskel, qui est devenu le premier ministre des finances du pays. C'est également grâce à lui que le pays n'a pas sombré dans une pauvreté effroyable lorsque les Britanniques se sont emparés du pétrole, mais c'est une histoire pour une autre fois.
Mais dans l'esprit de nombreux Irakiens, les Britanniques avaient installé un dirigeant étranger et volé tout le pétrole irakien à cause des Juifs. Les Irakiens en voulaient aux Britanniques, à juste titre, mais ce ressentiment n'aurait peut-être pas dégénéré en antisémitisme pur et simple s'il n'y avait pas eu deux autres événements importants. Premier pays totalement indépendant du Moyen-Orient, l'Irak a attiré des Arabes de toute la région, y compris de Palestine. Mais ces nouveaux immigrants en Irak racontaient des histoires troublantes. De plus en plus de Juifs affluaient dans la Palestine mandataire, construisant de nouvelles villes et réclamant un État. Le grand moufti de Jérusalem, un vrai charmeur nommé Ajamin al-Husseini, participait à la campagne de propagande anti-juive, en répandant des histoires selon lesquelles les Juifs prévoyaient de détruire Al-Aqsa. Ça vous rappelle quelque chose? هم ذاهبون إلى أبعد من ذلك إلى هدم المسجد الأقصى المبارك. هناك نوايا لهدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم. ومن خلال هذه الحفريات هم ينوون بأن ينهدم المسجد الأقصى المبارك. Ajamin al-Husseini détestait les Juifs. Mais en 1933, il avait trouvé un allié puissant qui pouvait diffuser son message dans le monde entier. Ont-ils pas l'air bien ensemble? De quoi pensez-vous qu'ils discutent? Il n'en fallait pas plus pour que les Irakiens tombent amoureux du nazisme. Radio Berlin disposait d'un bureau en langue arabe chargé de diffuser de la propagande antisémite dans le monde arabe. Les agents de la Gestapo ont débarqué à Bagdad en propageant des histoires de collusion juive avec les Britanniques. Et parce qu'ils n'étaient pas à l'abri d'une bonne vieille corruption, les nazis ont courtisé les Irakiens en leur offrant de l'argent et des femmes. J'aimerais bien inventer tout ça. C'est comme une version grotesque de la prison de groupe. Et tous les jeunes branchés adoptent des sentiments génocidaires. Rejoignez. Les Irakiens lisaient Mein Kampf et les protocoles des sages de Sion. Ils formaient leur propre version des jeunesses hitlériennes. Quant aux Juifs, leur vie devenait de plus en plus difficile. Tout d'abord, ils n'ont pas été retenus pour les emplois gouvernementaux. Ensuite, tous les fonctionnaires juifs ont été licenciés. Le gouvernement a imposé des quotas sur les licences d'importation. Il interdit le sionisme. Il rendit l'étude de l'hébreu illégale. Les écoles juives n'étaient plus autorisées à enseigner l'histoire juive. Les citoyens juifs ont été contraints de déclarer leur loyauté envers le régime irakien, ce qu'ils ont fait, encore et encore. Mais rien n'y fit, une tempête se préparait. Hélène était adolescente lorsque les attaques anti-juives ont commencé à se produire dans les environs. Once, my brother and myself, we went out for a walk on the riverside, and then a bicycle passed by. And suddenly, I felt something hot on my back. It was burning, my dress was burning. He threw acid on me. Maintenant, vous vous demandez peut-être, c'est quoi ça, Faisal? Je pensais que tu étais sympa. Mais à ce moment-là, il était aussi mort. Son petit-fils était devenu le roi régent et son gouvernement ne tenait plus qu'à un fil, déchiré entre l'infime minorité favorable aux Britanniques et la foule pro-nazie bien plus nombreuse. Les partisans des nazis ont gagné. Enfin, pour un temps. En 1941, ils ont réussi à chasser le roi et à gouverner pendant environ 2 mois. Mais les Britanniques, qui combattaient les nazis, n'allaient pas laisser un pays riche en pétrole s'en tirer en se tenant l'ennemi. Ils sont donc revenus en Irak, confiant le pays à un comité de sécurité. Bien que de nombreux juifs aient reproché aux Britanniques d'avoir volé le pétrole irakien, ils étaient néanmoins soulagés de voir les Britanniques revenir. L'Empire britannique a peut-être entretenu des relations compliquées avec les juifs, mais ils n'étaient pas des nazis au sens propre du terme. Le comité de sécurité était censé revenir pendant la fête juive de Shavuot. Le moment était magique. Shavuot est une fête d'été qui implique des célébrations et la consommation de laitage. Maintenant que les Britanniques étaient de retour, les Juifs d'Irak avaient de quoi se réjouir. Mais leur célébration s'est rapidement transformée en horreur. La foule pro-nazie a choisi ce jour précis pour exprimer sa frustration à l'égard des Britanniques. Ils ne pouvaient pas déverser leur colère sur un empire entier, ils ont donc concentré leur colère sur les Juifs. En arabe, le mot faroud signifie pogrom, ou dépossession violente. C'est une description pertinente. Pendant 2 jours, les forces britanniques ont assisté au massacre, à la torture et au viol des Juifs de Bagdad. Leurs commerces ont été pillés et leurs maisons incendiées. Leurs bébés ont été mutilés et jetés dans le Tigre. Vous savez, avant que le Hamas n'attaque Israël le 7 octobre 2023, je n'aurais jamais pu imaginer ce que c'était que de voir sa communauté souffrir ainsi. Maintenant, je le sais. Après l'émeute, certains Juifs ont fui vers des rivages plus sûrs. Mais le monde entier a été accaparé par la Seconde Guerre mondiale. La sécurité était difficile à trouver, surtout pour les Juifs. La plupart des Juifs d'Irak sont donc restés sur place. Et miraculeusement, ils ont survécu au reste de la guerre, à peu près indemnes. Avec le temps, ils auraient peut-être pu considérer le Faroud comme un épisode peu glorieux, mais isolé de leur riche histoire. Mais c'est pas ce qui s'est passé. La Seconde Guerre mondiale s'achève. Le monde a appris que les 2/3 des Juifs d'Europe venaient d'être anéantis. L'autre tiers cherchait désespérément un endroit où aller. Beaucoup ont choisi la Palestine. Les Irakiens étaient furieux. En fait, ils ont accusé la communauté juive, en Irak et ailleurs, d'avoir provoqué l'Holocauste pour pouvoir justifier le vol de la Palestine. J'avais l'habitude de penser que personne ne pouvait croire à ces absurdités. L'année 2023 m'a prouvé le contraire. Alors que l'État juif se rapprochait de l'indépendance, les Juifs d'Irak ont été de plus en plus punis. Émeutes, pogroms, extorsions, confiscation de biens, boycott. Le Juif le plus riche d'Irak a été accusé d'envoyer des voitures en Israël, jugé par un tribunal militaire, condamné à une amende de 20 millions de dollars
et pendu dans sa propre cour où une foule a mutilé son corps. L'écriture était sur le mur, dans le sang. Quelques juifs ont réussi à fuir le pays avec leurs biens, mais le gouvernement irakien n'allait laisser personne d'autre réussir. Il a adopté la loi sur la dénaturalisation qui ne s'appliquait qu'aux juifs. Vous quittez le pays? Dites adieu à votre citoyenneté irakienne et à tous vos biens. Vous vous inscrivez pour immigrer? Vous avez intérêt à partir dans les 15 jours. Le premier ministre irakien ne s'attendait pas à ce que des centaines de milliers de juifs émigrent. En 1951, environ 120 000 juifs, dont 90 000 vivant à Bagdad, s'étaient inscrits pour quitter le pays. Pour se venger, le gouvernement irakien a gelé tous leurs avoirs, coupé les lignes téléphoniques et fermé les banques pendant 3 jours afin de s'assurer que personne ne puisse sortir son argent. Ce sont des milliards de dollars en monnaie d'aujourd'hui qui ont été volés. Le gouvernement irakien espérait paralyser définitivement le jeune État juif en envoyant des flots de réfugiés sans le sou. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est l'Irak qui a définitivement dévasté sa propre économie. Les entreprises juives représentaient 45% des exportations de l'Irak et près de 75% de ses importations. 25% des juifs irakiens travaillaient dans le secteur des transports. Le contrôleur du budget, les principaux membres des banques, du bureau des devises et du comité des devises étrangères étaient tous juifs. C'est comme si on se coupait le nez pour ne pas perdre la face. Que sont leur devenus ces juifs irakiens, contraints de fuir leur maison sans rien d'autre que les vêtements qu'ils portaient sur le dos et leurs souvenirs doux amers? La grande majorité d'entre eux vivent en Israël, où ils sont écrivains, professeurs, stars du rock, grands rabbins, chefs d'état-major et hommes politiques. Selon le professeur Google, il ne reste que 4 juifs en Irak. Bien que la communauté juive ait été chassée d'Irak, sa culture ancestrale existe toujours. D'une certaine manière, les juifs d'Irak ont bouclé la boucle. En exil, ils ont fait de l'Irak leur foyer. Exilés d'Irak, ils sont retournés dans leur patrie.